Bonjour à tous, bonjour, bienvenue au webinaire Carrière by InnovoJob. C'est toujours un plaisir de vous entretenir. Cet après-midi encore, nous sommes là pour discuter d'une problématique passionnante ayant pour thème trucs et astuces pour réussir une négociation salariale. Alors, je sais que vous avez manifesté beaucoup d'intérêt. On a eu beaucoup de messages de la part de certains et nous sommes là ce soir et notre invité aussi est là. Je vais le présenter dans quelques instants. Alors, juste pour être sûr que vous m'entendez bien, est-ce qu'on peut répondre dans le chat? On peut faire un test son. Est-ce que vous pouvez répondre pour que je sois sûr que vous me recevez très bien? Alors, j'attends vos retours. Oui, j'entends très bien. Alors voilà, ça ne fait que pleuvoir sur le chat. 5 sur 5 dit Magui, Kwaku, Makoso, Sambou, Bama. OK, vous êtes tous connectés. Alors nous sommes très heureux. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Alors, comme vous le savez, ce webinaire va se dérouler en deux temps. Il y aura un premier moment où notre intervenant va dérouler la présentation. C'est le temps d'être très attentif, de prendre des notes. Et puis, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à mettre cette question sur l'onglet questions, l'onglet dédié à cet effet, pour que nous ayons le fil des questions et que nous puissions les poser au fur et à mesure quand nous serons dans la deuxième partie avec notre intervenant. Alors, sans plus tarder, je vais présenter celui que nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi. Titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion des ressources humaines obtenu à l'Université de l'Atlantique, notre invité est également Certified Human Resource Manager de l'International Academy of Business and International and Financial Management, IABFM. Après une brève expérience de consultant RH, il travaille chez Cogim Technoa comme chef de service RH et administration de 2004 à 2006. Ensuite, il sert pendant 6 ans à divers postes chez Nestlé en Côte d'Ivoire et au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ensuite, il occupe un moment le poste de DRH du groupe Olam en Côte d'Ivoire avant de rejoindre le géant suisse Novartis Pharma en qualité de DRH Afrique francophone, centrale et occidentale. Depuis 2017, il a posé ses valises chez Cyclivoire, filiale du groupe Sifka en tant que DRH. Marié et père de 2 enfants, il aime la marche, la lecture et la pêche. Nous recevons avec grand plaisir Yves Bernard Kobi, DRH de Cyclivoire. Monsieur Kobi, bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, merci d'avoir accepté de pouvoir animer ce webinaire. Alors, astuces pour réussir, trucs et astuces pour réussir une négociation salariale. Alors, j'ai envie de dire, mais ce soir, nous aurons la réponse à la question clé, à la question qui fait bégayer tous les candidats à un entretien de recrutement, n'est-ce pas, M. Kobi? Je n'ose pas le dire. Peut-être qu'au terme de mon intervention, il y aura des déçus, parce que la question est d'une extrême délicatesse. On va essayer autant que possible d'apporter un peu de lumière, juste un peu. J'en suis sûr que nos talents recevront la lumière dont ils ont besoin pour être des as de la négociation salariale. Alors, M. Kobi, sans plus tarder, je vais vous laisser toute la scène pour que vous puissiez dérouler la présentation et après, on se retrouve pour les questions. Donc, à tout à l'heure. OK, merci, M. OK, bonsoir, chers auditeurs. Je voudrais avant tout remercier Marius et son équipe qui me font l'honneur de m'inviter à animer ce webinaire sur la négociation salariale. Je voudrais commencer mon intervention par souhaiter une bonne fête de l'Ascension aux chrétiens et puis également une bonne fête aux musulmans qui hier encore ont célébré la nuit du destin.
Pour en venir au sujet, des discussions récentes sur LinkedIn ont eu lieu et elles faisaient suite à une annonce qui avait été publiée par une banque de la place. Et dans l'appel à candidature en question, il était demandé aux candidats de mentionner leurs prétentions salariales. Croyez-moi, les choses sont allées dans tous les sens. Dans l'ensemble, les internautes se plaignaient que cette question soit posée. Pour eux, c'est une question piège dont le but ultime est de décliner, dont le but est de faire tomber les gens, comme on a l'habitude de dire. Autre anecdote, en 2019, au cours d'un atelier similaire portant sur la question des prétentions salariales, un des participants m'a dit ceci: Monsieur Kobi, je ne postule plus lorsqu'il y a des appels à candidature parce que à 2 reprises, j'ai buté sur la question des prétentions salariales. Et aujourd'hui, je suis tellement découragé, tellement déçu que j'ai créé mon entreprise pour me débrouiller. Je ne veux plus avoir affaire à un recruteur dans ma vie et avoir à répondre à la question des prétentions salariales. En 2014, un candidat, face à la même question des prétentions salariales, m'a dit ceci: Monsieur Kobi, je pense humblement que votre entreprise ne pourra pas me verser le salaire que je gagne. J'ai besoin de rentrer au pays pour voir mes enfants grandir, pour voir mes filles grandir. Faites-moi une proposition et on avisera. Dans une autre espèce, un candidat, après avoir accepté l'offre qui lui avait été faite, revient vers le recruteur et lui dit ceci: je me suis renseigné et ayant su ce que gagne celui que je vais remplacer, je souhaite que mon salaire soit revu à la hausse pour telle ou telle raison. Donc, il souhaitait ouvrir à nouveau les discussions après avoir accepté l'offre. Toutes ces anecdotes-là méritent d'être prises au sérieux. Et au-delà de l'anecdote, il faut faire des constats. Le premier constat, c'est que la question est délicate, elle est gênante, la question des prétentions salariales. Une étude a été réalisée dans le monde, et l'une des conclusions, c'est que 58% des personnes interrogées, je dis bien dans le monde, disent ne pas être à l'aise face à la question quelles sont vos prétentions salariales. C'est une question qui est redoutée à juste titre parce qu'elle est redoutable. Les recruteurs l'admettent, et moi avec. C'est une question qui est plutôt difficile et inévitable. Le sentiment d'avoir été grugé est largement partagé par les candidats ou bien les salariés. Les ressources humaines, en tant que fonction, souffrent d'une image négative. Cela nourrit une certaine défiance des candidats à l'égard des recruteurs et dans les échanges sur les réseaux sociaux, cela se vit. Et même, j'ai l'impression qu'il existe une forme d'antagonisme entre les RH et les candidats au vu des échanges. Mais si la question des prétentions salariales est délicate, pour autant qu'il y a des obstacles, pour autant il y a une démarche à suivre pour pouvoir justement négocier ce virage, négocier ces prétentions avec beaucoup de tact. Le but de la session d'aujourd'hui, c'est de vous mettre en tant qu'auditeur en capacité de mener efficacement une négociation salariale. Et pour cela, il nous faut ensemble comprendre les facteurs qui influencent la négociation salariale, connaître l'environnement de la négociation, les acteurs, qui fait quoi, les contraintes. Il faut entrer même dans la tête du recruteur pour, comme je le disais,
sentir ces contraintes. Ça va nous amener à porter sans doute un regard différent sur la démarche qu'il observe. L'un des objectifs de cette session serait également pour nous de connaître des pratiques efficaces lors de la négociation. Et je profiterai également pour traiter d'un ou deux points qui sont largement perçus comme des idées reçues sur le recrutement et la négociation, notamment le point relatif aux questions pièges. Si cette approche vous sied, notre intervention sera structurée autour de deux points. Dans un premier temps, on va s'efforcer de comprendre l'environnement de la négociation salariale et ensuite voir comment il faut préparer et conduire la négociation. Le temps qui nous est imparti me semble un peu limité, donc il est possible que je parcours certains points au pas de course, sachant bien qu'on aura l'occasion d'y revenir lors de la session de questions et de réponses qui va suivre. Première partie, l'environnement de la négociation salariale. Lorsque vous postulez en réponse à un appel à candidature, vous vous mettez sur le marché de l'emploi. On a coutume de dire « je suis sur le marché, je suis sur le marché ». La négociation salariale qui se déroule dans un bureau physique se déroule également dans un lieu virtuel qui est le marché de l'emploi. Et comme tout marché, il est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Lorsque l'offre de compétences excède la demande de compétences, ou bien l'inverse se produit, alors le marché des salaires a une certaine réaction. Si aujourd'hui on recherche des informaticiens capables de faire du développement dans un langage précis, dans le langage ABAP, qui est le langage de SAP, on se retrouve face à une offre de compétences qui est largement insuffisante face à la demande. En conséquence, le marché des salaires réagit en offrant des salaires plus élevés aux personnes qui ont ces compétences-là. Mais si demain, on cherche un vigile, soyez sûr que des milliers de personnes vont se présenter, dire « Ok, on a ce qu'il faut pour être vigile ». Le prix du marché, le salaire du marché, donc, va varier en fonction de l'offre et de la demande. Il est bon également pour nous de comprendre comment le marché des salaires est structuré et quelle est sa logique. Le candidat, il a tendance à vouloir maximiser son gain. Et donc, il est tenté de penser qu'il peut demander tout ce qu'il veut. C'est vrai, il peut demander, mais sur le marché des salaires, il y a un salaire minimum, il y a un salaire maximum et il y a un salaire médian qui a équidistance entre le salaire maximum et le salaire minimum que le marché offre pour un poste. Pour être plus concret, dans la diapo qui vous est présentée, on a un candidat qui a par exemple 380 000 francs de salaire. Au cours de l'entretien, il déclare que ses prétentions sont de l'ordre de 900 000 francs. Et l'entreprise lui fait finalement une proposition salariale qui s'élève à 580 000 francs. Mais en réalité, vous voyez bien qu'il y a une bande grise sur la diapositive qui vous est présentée. Cette bande grise-là, elle représente ce que le marché a coutume de servir. On parle de salaire médian parce que, comme je le disais, c'est le salaire qui a équidistance entre le salaire maximum et le salaire minimum. Mais c'est dans cette zone-là que se situe la plupart des salaires qui sont payés par les entreprises. Lorsque, par exemple, on doit recruter du personnel de maison, il y a bien cette petite discussion-là dans les maisons de placement. Ok, moi, la fille, je la prends
à 40 000 francs. Moi, je la prends à 30 000 francs. Et puis la fille dit non. Les bonnes des Blancs, les bonnes des Blancs, les bonnes des Libanais, là, elles sont payées à 80 000. OK. C'est pour dire que toutes les entreprises, tous les employeurs ne payent pas de la même façon. Les domestiques des citoyens lambda, des nationaux, généralement, il y a un prix pour elles. Et les expatriés, bien souvent, le personnel de maison est payé par leur employeur. Si bien que à ce niveau-là, tous les textes de loi sont respectés. Déclaration CNPS, congé, gratification, etc. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a diverses pratiques en fonction de la capacité de l'employeur à payer. Et donc, lorsque on revient dans notre cas, on voit que notre candidat a demandé 900 000 francs, mais vous regardez tout à fait à droite, vous voyez titulaire de poste similaire, ses confrères dans les assurances, dans les banques, microfinances, ont des salaires qui tournent dans la moyenne du marché. Encore qu'au niveau des banques, il y a un salaire supérieur. Quand la décision doit être prise, on va tenir compte justement de ce qui est servi comme salaire sur le marché. Vous voyez en vert une représentation graphique du salaire des futurs collègues. Ils ont des niveaux de salaire qui sont différents. Mais il y a une contrainte, c'est qu'il ne faut pas donner un salaire qui fasse grincer les dents à ceux qui sont dans la maison. C'est un sujet qui fait toujours débat, mais on appelle cela l'équité interne, faire en sorte qu'il n'y ait pas de perception d'injustice dans la fixation des salaires. Donc, lorsque vous êtes en train de négocier avec un recruteur au sujet de la fixation de votre salaire, dites-vous bien qu'il y a un certain nombre de choses, de facteurs qui lui échappent, comme par exemple le niveau des salaires sur le marché, mais il doit en tenir compte. Il y a également des contraintes en interne dont il doit tenir compte. Concernant même la structure du marché des salaires, on a plusieurs types d'entreprises. On en a qui choisissent de payer dans la fourchette du marché, de payer dans la médiane du marché. Il y en a qui choisissent délibérément de payer moins que le marché, parce qu'elles n'ont pas forcément besoin de profils hautement qualifiés et tout le monde peut faire ce qu'il a à faire comme travail. Et on a des entreprises, comme par exemple dans le secteur pétrolier le secteur pétrolier, le secteur des télécoms, où on choisit de se positionner au-dessus de la médiane du marché. Donc, on a des entreprises qui sont leaders sur le marché, sur le secteur, sur le marché des salaires. On a également des entreprises qui payent dans la médiane, on a des entreprises qui payent en dessous. Mais ça, c'est le positionnement salarial, où on se situe sur le salaire, sur le marché des salaires. Et ça, c'est le positionnement salarial d'une entreprise a une incidence considérable sur sa capacité d'attirer les meilleurs talents. Si pour un poste où le marché paye 500 000, une entreprise donnée paye 800 000, elle est capable de débaucher la plupart des salariés. Mais si pour un poste où on paye 500 000 francs, une entreprise décide de payer 300 000 francs et que c'est son positionnement, alors elle ne peut pas s'attendre à avoir la crème. Elle aura tout au plus des juniors, des débutants, qui vont aller se former là-bas et ensuite aller vers des entreprises qui payent mieux. Mais au moment où vous êtes en négociation salariale, vous ne connaissez pas les salaires du marché, vous ne connaissez pas le positionnement salarial de l'entreprise et vous ne savez pas ce que les collègues gagnent. Donc, devant l'absence d'un tel volume d'informations de votre part, vous faites de la navigation à vue. Cela se comprend et en réalité, vous n'avez pas d'autre choix. Mais on va voir ensemble ce qu'il faut faire pour pouvoir justement être plus à l'aise pour répondre aux questions. Là, j'ai voulu vous présenter de façon simple la structure du marché des salaires, salaire mini, salaire maxi, salaire médian, où la plupart des entreprises se situent statistiquement. Et puis maintenant, la logique de fixation des salaires en tenant compte
de l'équité externe. Donc, en tenant compte de ce qui est servi par les autres entreprises, l'équité interne, ce qui est payé aux collègues, et en fonction de toutes ces contraintes, et également le budget du poste, on définit le salaire. J'espère que je me fais comprendre peut-être quelques réactions si je vais vite ou bien si ce n'est pas assez précis. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'y revenir. Qui sont les acteurs de la négociation? Ils sont au nombre de 3, mais généralement, vous en voyez 2. Merci, M. Tenna Guillaume, c'est déjà croisé dans la vraie vie. Les acteurs de la négociation, ils sont au nombre de 3, comme je le disais, mais vous n'en voyez que 2, alors qu'il y a un troisième qui est très influent. Les 2 acteurs que nous connaissons, ce sont le candidat et puis le recruteur, mais il y a également le client du recruteur ou bien le client du DRH. Les candidats, ils ont généralement 2 types d'objectifs. Soit prioritairement un objectif financier qui est de maximiser le gain. Là, on peut avoir affaire à des personnes qui sont en train d'être chassées. Ce sont des personnes qui n'ont pas postulé, mais qui sont contactées par des chasseurs de tête. Et donc, dans une optique dans une logique de, passez-moi le mot, de mercenariat, ils optent pour l'allocation du cerveau au prix fort. Le travail, comme ils le disent, c'est location de cerveau, tu payes, je pars. On a, dans les entretiens, on a également affaire à des candidats dont le but, l'objectif, n'est pas prioritairement financier. Parce que, par exemple, ils sont à la recherche de sécurité de l'emploi. Ils sont dans une entreprise qui se porte mal. À l'horizon, la banqueroute se profile. Ils se disent, OK, il faut que je parte pour trouver un emploi qui va me permettre de faire bouillir la popote et puis mettre ma famille en sécurité. Certains salariés peuvent être dans un environnement de travail où ils ne s'épanouissent pas. Mauvaise relation avec les collègues ou bien la hiérarchie. Donc, pour eux, l'objectif n'est même pas d'aller avoir un meilleur salaire, mais c'est d'aller quelque part où ils seront plus épanouis parce que parfois, ils finissent par être hyper tendus en raison des tensions qui existent dans l'environnement de travail. Parfois, on se retrouve également coincé, on veut relancer sa carrière parce que là où on est, on n'a plus d'opportunité de carrière, donc il faut partir quelque part d'autre pour pouvoir justement continuer de bénéficier d'opportunités. Les juniors, généralement, ils sortent de l'école après 1 ou 2 stages. Ils se trouvent sur le marché, ils se trouvent face à des recruteurs. Mais leur objectif n'est généralement pas financier. Ils veulent mettre le pied sur le tapis roulant pour que ça les emporte pour rentrer dans la vie active. Donc, pour eux, l'objectif prioritairement n'est pas financier. Et selon qu'on a un objectif financier, principalement, ou non financier, on va avoir justement une approche différente dans la négociation salariale. Nous avons également le recruteur ou le DRH. Sa mission, c'est d'attirer les meilleurs talents par des offres attractives ou compétitives. Lorsqu'on parle de compétitivité, d'attractivité, c'est la même chose, c'est la capacité vraiment à pouvoir obtenir que des personnes quittent leur entreprise parce que ce que vous leur proposez, ça vaut le coup de partir. Mais le recruteur, le DRH, il est également le gardien, il garantit le respect de la politique de rémunération parce qu'il ne fait pas les choses de son plein gré. Il y a des règles qui sont établies. Comme tout à l'heure, je parlais de positionnement salarial de l'entreprise. Si il recrute pour le compte d'une entreprise qui veut payer en dessous du marché, il va s'arracher les cheveux pour trouver des personnes qui rentrent dans son budget. Parce que la politique de rémunération, la politique salariale veut qu'on soit en dessous du marché. Une de ses autres missions, c'est de contribuer à l'équilibre financier du poste en respectant les contraintes budgétaires. Finalement, la masse salariale est un poste très élevé dans les charges d'une entreprise. Donc, lorsqu'on recrute, on contribue à ne pas déstabiliser l'entreprise. Et c'est lui, en tant que DRH ou recruteur, qui est l'intermédiaire dans la négociation entre le candidat et son client.
mais de la même façon, il est le gardien du temple, il est le gardien de la politique des ressources humaines. Le client, quant à lui, on ne le voit pas, mais il souhaite collaborer avec les meilleurs talents. Et c'est normal, pour atteindre ses objectifs, il a besoin de personnes qui soient bonnes. Il va prendre la décision finale en considération de ses contraintes de coût et de rentabilité. Et c'est à ce niveau-là qu'il peut dire qu'il autorise qu'on aille au-delà du budget qui avait été approuvé. Par exemple, on est en train de recruter une personne, mais finalement, à l'analyse du profil, on se rend compte que la personne en question est capable de faire le boulot de 2 personnes. Et donc, si on avait prévu de faire un deuxième recrutement, le client peut dire, les charges de personnel vont passer sur mon budget, je préfère prendre celui-là à 1,5 million au lieu de 1,2 million qu'on avait au budget, et ça va nous éviter de faire un deuxième recrutement. Donc, en tant que responsable de son budget, il peut aller au-delà de ce qui est défini avec le recruteur initialement en termes de budget, etc. Et donc, lorsque vous êtes en négociation, vous n'êtes pas dans une relation d'antagonisme avec le recruteur. Bien au contraire, vous devez le mettre en capacité d'aller et puis d'obtenir pour vous des avantages, des concessions, si cela était nécessaire. C'est très important d'avoir cela à l'esprit. Le recruteur, il est confronté à un certain nombre de dilemmes. Il doit attirer les meilleurs en leur proposant un package attractif. Comme on le dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et on ne travaille pas pour la gloire. Quelqu'un disait, on ne va pas s'opposer avec son badge, mais avec la carte magnétique. Les deux ont la même forme, mais ça n'a pas le même effet. Et s'il doit attirer les meilleurs talents en leur proposant des packages attractifs, il ne doit pas créer d'injustice vis-à-vis des pairs. Tout à l'heure, dans la première diapo que j'ai montré, le premier graphique, j'ai montré les salaires que gagnent les futurs collègues de la personne qu'on est en train de recruter. On ne va pas recruter une personne qui sort de l'école et puis lui donner un salaire beaucoup plus élevé que des gens qui ont 10 ans, 15 ans d'ancienneté au poste. Ce serait injuste. Et même si les salaires sont censés être confidentiels, on a une obligation morale. Et la deuxième chose, c'est que si par accident, ces informations étaient révélées, quelle serait notre réaction? Quelle serait notre attitude? Monsieur Frédéric Ouattara dit qu'il n'a plus le son. Je ne sais pas s'il est le seul. OK. Sinon, on nous dit qu'on a le son. OK, on peut continuer. Donc, je parlais de différentes contraintes, attirer les talents, leur proposer un package attractif, sans créer d'injustice vis-à-vis des pairs, mais aussi en respectant le budget alloué et en terminant le recrutement à temps. Donc, finalement, le recruteur, il n'a que des contraintes. Et cela génère une certaine forme de pression qu'il doit être capable de gérer sans la faire sentir au candidat. Donc, le recruteur, il est dans une position qui est extrêmement délicate, mais on ne s'en rend pas compte et parfois, on le voit comme celui-là qui est là pour empêcher les candidats d'aller de l'avant, mais il n'en est rien. Une chose qu'il est important de comprendre aussi pour nous, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de négociation. On part à une négociation, personne ne va imposer quelque chose à l'autre partie. Donc, ce qui est décisif ici, c'est notre capacité d'infléchir la position de l'autre, d'obtenir des concessions. C'est ça le pouvoir de négociation. Et pour le candidat, le pouvoir de négociation est plus grand quand son profil est plus proche des attentes du recruteur. Je cherche, comme je le disais, un développeur qui est capable de programmer dans un langage précis, mais dans 2 langages précis, qui parle l'anglais, qui a un certificat Microsoft. Voici le profil. Et je tombe sur un candidat qui a tout cela. Je dis, OK, c'est exactement ce que je recherchais.
Et donc, quand celui-là, qui a quelque chose de rare, en tout cas de relativement rare, se présente devant moi, je suis plus enclin à négocier fort et puis à lui faire des concessions que si j'avais par exemple une personne qui maîtrise un seul langage et qui ne parle pas l'anglais. Là, ce serait au pire des cas une embauche par défaut en attendant de pouvoir former la personne et puis l'amener au niveau de compétences que nous escomptons. Du côté de l'entreprise, plus elle offre des avantages financiers ou non financiers auxquels le candidat aspire profondément, plus son pouvoir de négociation est grand. Alors, par avantages financiers ou non financiers, il faut voir des choses comme la réputation de l'entreprise. Je voudrais travailler dans une entreprise parce que sa réputation m'intéresse particulièrement. Je voudrais travailler dans telle entreprise parce que là-bas, c'est la sécurité de l'emploi. Excusez-moi. Désolé, monsieur. Donc, je parlais de l'entreprise et de ce qui peut constituer son pouvoir de négociation. Donc, la réputation de l'entreprise, la sécurité de l'emploi, les opportunités de formation. Certaines entreprises sont de véritables centres de formation. Certaines entreprises également sont uniques de par les opportunités qu'elles peuvent offrir. Une personne qui est, par exemple, ingénieur en pétrole, en Côte d'Ivoire, c'est à la CIE qui va pouvoir, par exemple, travailler. Donc, le pouvoir de négociation de la CIE devant ce candidat-là sera assez grand. Mais si lui aussi, il est allé, par exemple, en France, il a été formé à l'Institut français du pétrole. Ensuite, il est allé dans une autre école pour faire un MBA en management et qu'il revient, alors il a quelque chose qui intéresse en particulier la CIE et les choses s'équilibrent. Donc, on est vraiment, enfin, il faut tenir compte de votre pouvoir de négociation lorsque vous êtes en train de négocier. Si vous avez des compétences que tout le monde a, vous êtes, vous avez des compétences qui courent les rues, ne pensez pas doubler votre salaire lorsque vous allez postuler. Donc, à la lumière des considérations que j'ai exposées préalablement concernant l'environnement de la négociation, je voudrais aborder la deuxième partie qui consiste en la conduite et la préparation et la conduite de la négociation. Donc, nous allons voir comment il faut préparer la négociation et la mener. Avant la négociation, il faut s'informer sur le salaire et les avantages, si possible. Je précise si possible parce que l'idéal serait d'avoir les informations. Et ces informations, on peut les avoir, par exemple, en tentant de les obtenir de personnes qui travaillent, par exemple, dans l'entreprise, qui travaillent dans le même secteur d'activité. Mais il faut dire qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous avons des difficultés à accéder à ces informations-là. Les enquêtes de salaire qui sont faites le sont à la demande des employeurs. Donc, eux, ils ont les informations, mais les salariés ne les ont pas. Parce que les résultats des enquêtes de salaire ne sont pas diffusés aux personnes qui n'ont pas participé à l'enquête. Donc ça, c'est une source de difficulté. On a eu dans le temps PME Magazine qui avait effectué une enquête de salaire et publié les résultats. Mais c'est une étude qui est vieille et donc elle n'est plus actuelle. Donc aujourd'hui, j'observe qu'il y a une grande difficulté des candidats à obtenir des informations sur le salaire. Donc, pour cela, je ne dis pas encore ce qu'il faut faire parce que nous n'y sommes pas encore, mais le conseil serait de s'informer sur le salaire et les avantages chaque fois que possible. La deuxième chose, c'est de définir clairement son objectif de négociation. On ne va pas en négociation
sans but précis. Si je vais parce que j'ai besoin de rebondir, ma carrière est bloquée, alors je sais que je ne pars pas pour miser sur l'argent. Si je suis chassé et que je dis au recruteur que le poste ne m'intéresse pas et que 2 semaines plus tard, il me rappelle, il me dit, Monsieur Kobi, vraiment, je souhaite discuter avec vous. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas. 3 mois plus tard, il m'appelle, dit, Monsieur Kobi, je voulais discuter avec moi. Quand j'entre dans la négociation, je dis, OK, là-bas, je vais me faire du fric. Mais cet objectif de négociation-là, il doit être défini clairement avant de s'avancer à la table de négociation. Voilà. La troisième chose, c'est, après avoir défini son objectif, affûter ses arguments de négociation et puis identifier des options de repli. Qu'est-ce que je vais dire au recruteur pour le convaincre? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je remets sur la table? En d'autres termes, je sors par la porte, mais je reviens par la fenêtre. Lorsque je parle d'affûter ces arguments de négociation, il faut dire au recruteur tout ce qu'il faut pour le convaincre et ne pas le laisser supposer qu'il sait. Je prends l'exemple d'une personne qui a fait une grande école en France, une grande université en Angleterre. Je sais que j'ai fait la 3e école de négociation d'Angleterre. Je sais que mon école est cotée dans le top 5 des universités européennes. Mais il ne faut pas penser que le recruteur le sait. Vous lui dites, OK, je suis issu de telle école, qui est la troisième dans le classement des écoles de commerce européennes. Ah, il tient déjà une information qui est importante et avec laquelle il peut peser dans cette discussion avec le client. Parce que lorsqu'il va voir que vos prétentions sont élevées, il va comprendre que, OK, un diplômé de telle école, ça a son prix. Vous comprenez? Vous devez mettre en avant vos réalisations, ce que vous avez pu faire gagner aux entreprises, mettre en avant vos résultats, passer vos réalisations, votre potentiel, et puis mettre tout cela sur la table pour convaincre le recruteur. Et si vous faites des propositions et que cela n'est pas reçu, alors réservez-vous des options de repli. Pour moi, quand j'entre en négociation, qu'est-ce que je vais obtenir? Mais si je ne l'obtiens pas, de quoi je peux me satisfaire? Qu'est-ce qui constitue pour moi une négociation réussie où je suis pleinement satisfait? Et qu'est-ce qui constitue pour moi le minimum sur la base duquel je pourrais partir? Ce n'est pas au cours de la négociation qu'on va penser à ces choses-là. Troisièmement, avant la négociation, quatrièmement, avant la négociation, il faut faire une simulation. Prenez un ami, demandez à une connaissance de venir et puis vous tirez sur le net un certain nombre de questions qui reviennent régulièrement et puis vous lui demandez de vous poser des questions. Le fait de stimuler, le fait de répéter, ça va vous mettre à l'aise devant le recruteur. Et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise pour parler d'argent. Il y a, c'est vrai, une fausse pudeur qui entoure la question parce qu'on sait qu'à la fin, on va en parler, mais au moment d'en parler, on est gêné. Faites des simulations de sorte à être à l'aise. Tout à l'heure, pour revenir au premier point, s'informer si possible, il y a une chose que j'ai manqué de dire. Aujourd'hui, il y a une application, un programme, salaire.ci, qui permet justement d'obtenir des informations sur les niveaux de rémunération en Côte d'Ivoire. Et si je ne m'abuse, c'est quelque chose qui a été développé non pas pour les entreprises, mais pour les demandeurs d'emploi. Et
de telles applications existent dans les pays autres que la Côte d'Ivoire, mais sont alimentées non pas par les entreprises, mais par les demandeurs d'emploi. Donc, c'est chacun qui va et qui renseigne l'application en disant « Ok, j'ai un bac+2 dans telle spécialité, j'ai 5 années d'ancienneté, j'évolue dans telle région, voici ce que je gagne. » Et plus on a des personnes qui sont enregistrées, qui sont actives, plus on a des informations précises. Et donc, pour moi, quand j'ai vu cela, cette semaine, mais la semaine dernière, je me suis dit, mais c'est une aubaine. C'est une aubaine et vraiment, je voudrais inviter les uns et les autres à y aller, à renseigner ces applications-là pour pouvoir être à l'aise au moment de la négociation salariale. OK. On a abordé les points relatifs à la préparation de la négociation salariale. On a dit qu'il faut s'informer, on a dit qu'il faut se fixer un objectif de négociation et envisager des options de repli. On a dit qu'il faut simuler si possible. Ensuite, lorsqu'on rentre dans la négociation, il faut laisser aux recruteurs d'initiative d'aborder le sujet de la rémunération. La question, elle est inévitable. Si votre profil accroche réellement le recruteur, il va vous poser la question. Mais laissez-le venir. Et pour vous, l'avantage d'écouter le recruteur, l'avantage de discuter au sujet du poste en long et en large, c'est de pouvoir justement cerner tous les aspects du poste, de pouvoir cerner tous les contours du poste, de sorte à pouvoir savoir avec beaucoup plus de précision en quoi consistent les défis et pourquoi vous allez demander tel ou tel niveau de rémunération. Si on vous prend et que vous pensez que vous devez gérer un site au cours de la négociation, au cours de la discussion, après 1 heure, 2 heures de discussion, vous vous rendez compte qu'il y a 3 sites à gérer, vous remettez les choses en perspective, vous êtes plus à l'aise. Mais laissez aux recruteurs d'initiative d'aborder ce sujet-là. Et les recruteurs, ils s'intéressent, ils aiment avoir devant eux des gens qui sont motivés par les défis qu'il y a à relever plus que par l'argent qu'il y a à gagner. Et la motivation, à niveau de compétences égales, la motivation du candidat est un facteur qui peut être déterminant dans la décision finale. Donc, ne mettez pas le point en premier sur la table. Dans la pratique, il arrive que lorsque le recruteur vous appelle la première fois pour la prise de contact, même au téléphone, ils vous disent « Ok, quel est votre délai de disponibilité ? Quelles sont vos prétentions salariales ?» Ne répondez pas. Dites tout simplement « Voici ce que je gagne. Je préfère en savoir plus au sujet du poste. Je préfère en savoir plus au sujet du poste. » Et ensuite, on pourra parler de rémunération. Se montrer, il faut être flexible. La négociation, c'est le lieu où se rencontre une certaine, où devraient se rencontrer des personnes flexibles. Il faut être sûr d'une chose, ce que vous avez demandé n'est pas ce qui sera accepté et ce qui est proposé par l'entreprise n'est pas d'emblée ce qui sera accepté. Si vous ne vous montrez pas flexible, vous mettez mécaniquement un terme à la négociation. Et les entreprises aiment avoir devant elles des personnes flexibles parce que tout n'est jamais ni blanc ni noir. Il y a toujours des possibilités de s'arranger. Une année, on recrutait une personne à un niveau de responsabilité donné. Lorsqu'on a eu l'entretien avec lui, on lui a demandé quelles étaient ses prétentions. Il nous dit, moi, c'est 5 millions.
On lui dit, mais ok, peut-être notre budget ne peut pas nous permettre de vous prendre à ce prix-là. Il dit, ok, c'est 5 millions, oui, si c'est pas ça, ok, merci, on se sépare. On s'est séparés. C'est une personne qui n'était pas en activité, mais elle avait sans doute d'autres options. Mais si la personne s'était montrée flexible, on aurait pu tomber sur quelque chose qui ferait consensus. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui avait voulu rentrer en Côte d'Ivoire. Lors de la négociation, la personne s'est montrée flexible. Je viens en Côte d'Ivoire à cause de mes filles qui sont en train de grandir. Je veux les voir et ça m'inquiète. La personne avait un bonus qui correspondait à 12 mois de salaire. On ne pouvait pas payer 12 mois de salaire. On a fini par lui proposer le package qu'on avait pour le poste. Et comme il s'était montré flexible en faisant de grosses concessions, l'entreprise lui a offert une voiture, ce qui n'était pas inclus dans le package. Donc, tant que le candidat fait preuve de bonne volonté, tant qu'il y a de la flexibilité de part et d'autre, on peut déboucher sur une solution qui fasse consensus. Il ne faut pas supposer que le recruteur va accepter le salaire que l'on souhaite avoir. Donc, il faut vraiment le persuader en mettant tous les arguments sur la table pour qu'il soit convaincu que vous méritez le salaire demandé. Il faut également parler en termes de salaire net. Parce que parfois, certains disent « je voudrais avoir 1 million ». Nous, au niveau RH et avec les financiers, ce qu'on évalue, c'est le coût du poste. Mais le candidat, ce dont il parle, c'est son gain. Donc, quand vous dites « je voudrais avoir 1 million », dites « je voudrais 1 million net, 1 million après impôt ». Dans ce cas, on se comprend, on refait les calculs. Sinon, il risque d'avoir un goût amer à la fin. Dans la négociation salariale, il faut demander des précisions chaque fois que c'est nécessaire et ne rien supposer. Je vous donne un cas. Je conseillais une dame qui voulait travailler, enfin qui avait répondu à un appel à candidature pour aller dans l'industrie du ciment. Lorsque ses prétentions salariales lui ont été demandées, elle a dit qu'elle partirait pour 1,4 million. Elle n'a rien dit d'autre. Et lorsque la proposition lui a été faite, effectivement, la société en question lui a proposé 1,4 million. Seulement, il y a un certain nombre d'avantages qu'elle avait dans son entreprise qu'elle perdait en allant de l'autre côté. Et elle m'a dit ceci, M. Kobi, je me suis dit qu'ils avaient les mêmes avantages que mon employeur actuel. C'est pour cela que je n'ai pas discuté d'un certain nombre de choses. Donc, elle a un véhicule et puis un certain salaire, mais elle part pour 1,4 million, sans véhicule, sans carburant, sans frais d'entretien. Elle a une retraite complémentaire, l'assurance retraite complémentaire, mais là où elle part, elle n'a plus d'assurance retraite complémentaire. Et pourtant, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Donc, il faut demander des précisions et ne rien supposer. Et il faut présenter tous les points de négociation à la fois. Parce que le recruteur, lorsque vous lui faites une contre-proposition, parfois, il est en capacité de vous dire qu'il peut prendre en considération ou bien faire droit à votre requête, ou bien parfois, il a besoin de se tourner vers son client pour échanger avec lui et voir dans quelle mesure cela est possible. Et lorsqu'un recruteur tient vraiment à votre candidature, il va aller négocier, il va aller se battre pour obtenir les avantages ou bien le salaire que vous voulez. Et parfois, c'est difficile parce que les managers ne veulent pas lâcher les sous. Mais lorsqu'il se bat pour obtenir gain de cause sur un point et qu'on revient pour lui dire « Ok, le candidat veut d'autres choses », à la fin, ça commence à donner une mauvaise idée du candidat.
il faut penser package total plutôt que salaire uniquement. Parce que l'expression négociation salariale nous incline à penser qu'on va négocier un salaire. Non, il n'en est rien. On va négocier un package. Et lorsqu'on définit un package, lorsqu'on analyse la structure de rémunération d'une entreprise, on voit que certaines entreprises misent plus sur les avantages que sur le salaire. D'autres misent plus sur le salaire que les avantages. Donc, demandez à avoir une idée du package dans sa globalité avant de vous prononcer sur les éléments. Voilà. Et le dernier point, c'est vraiment aider votre interlocuteur en vous montrant flexible, en vous montrant souple, à mener des démarches auprès de son client pour obtenir des concessions pour vous lorsque vos prétentions sont au-delà du budget. Donc ici, on sort d'une logique, je dirais, d'antagonisme, le recruteur contre moi ou moi contre le recruteur, pour entrer dans une logique de collaboration, le recruteur avec moi pour aller parler au client final. Alors si vous changez vos lunettes, vous allez voir vous allez être capable d'apprécier cette réalité-là sous une perspective différente et vous n'allez plus penser qu'il y a des questions pièges et que le recruteur cherche à vous faire tomber. Voilà, je voudrais arrêter ici. Je sais qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et je sens l'impatience de mon ami et frère Marius. Donc, voilà, je vais mettre un terme à cette première partie-là et je pense qu'on va ouvrir la série des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup Yves. En tout cas, c'est un sujet très passionnant et merci en tout cas d'avoir pris le temps vraiment de détailler ces points, déjà de détailler l'environnement, le contexte même de la négociation salariale parce que je pense que beaucoup de talents ne savent pas que c'est une rencontre entre une offre et une demande et vraiment il fallait comprendre vraiment l'environnement même de la chose et puis merci aussi pour la deuxième partie des conseils très pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on a matière à pouvoir comprendre et à pouvoir s'armer pour aller vers une négociation salariale. Alors, les questions pleuvent, on ne va pas perdre de temps, on est pratiquement à 1 heure. Alors, on va commencer à prendre les questions, à éplucher les questions. Alors, Lionel demande… S'il vous plaît, il nous reste encore combien de temps? Alors, on va faire une rallonge de 15 minutes. Parce non, ce n'est pas assez. Le sujet est passionnant. Donnons-nous le temps. Je vous en prie. On va faire, parce que de mémoire, on n'a jamais dépassé les 15 minutes. On les fait vite. Mais on va faire encore. Parce que là, on a déjà passé 1 heure. On va faire encore 15 minutes pour que le webinaire dure 1h15 au lieu de durer 45 minutes. De toutes les façons, le replay, vous avez tellement bien exposé la chose et que je suis sûr que dans le replay, les gens trouveront énormément de réponses parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites. OK. Alors, Lionel demande à quoi répond le besoin du recruteur de savoir le salaire actuel du candidat. Alors, vous avez tellement bien situé, il y a le salaire maxi, le salaire médian, plus ou moins, le recruteur sait ce qu'il va donner au candidat. Pourquoi il a besoin de savoir le salaire actuel du candidat? OK, merci. Je ne vais pas parler pour les autres, je vais parler de moi, Kobi, en tant que recruteur. Lorsque je demande au candidat ce qu'il gagne, c'est avant tout pour savoir s'il y a une forte probabilité de pouvoir conclure avec lui. Je sais que j'ai un budget de 800 000 francs. J'appelle des candidats dont le profil m'intéresse. L'un me dit, OK, M. Kobi, là, je suis à 900 000. Je dis, OK, la probabilité qu'on puisse conclure là n'est pas forte. Donc, ça ne vaut pas le coup d'avoir 4-5 entretiens et puis venir dire, OK, à la fin, monsieur, qu'est-ce que vous gagnez? On se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Si au cours des entretiens téléphoniques que j'ai avec les candidats, je me rends compte que sur les 10 candidats que j'ai, il y en a, par exemple, 2 ou 3 qui sont dans le budget, enfin, que je peux accrocher avec mon budget, je décide d'aller plus loin avec eux. Parce que, comme je le disais, une offre doit être motivante. Une offre ne doit pas être démotivante.
Bien sûr. Dernière chose, lorsqu'on fait du recrutement à l'international, lorsqu'on recrute des expatriés, les réalités des pays sont différentes. On peut dire qu'on a 2 millions pour un poste, par exemple. Mais celui que vous appelez, il est dans un pays donné et il a 3 millions. Vous appelez un autre d'un autre pays, il a 4 millions. Vous appelez un autre d'un autre pays, il a 3 millions. Donc, vous vous rendez compte que votre budget n'est pas en phase n'est pas en phase avec les réalités du marché à l'international. Donc, vous réajustez votre offre pour pouvoir discuter avec les candidats. Donc, le but n'est pas de piéger les candidats, mais plutôt de savoir ce qu'ils ont et puis pouvoir porter un pronostic sur la probabilité de conclure de façon satisfaisante avec eux. D'accord, super. Donc là, c'est clair. Hein. Déjà en amont, dans la présélection, c'est une question qui doit venir même pour savoir si on doit convoquer le candidat, si on doit continuer le processus. Parce que s'il est dans plus ou moins la fourchette, c'est intéressant qu'on le convoque et qu'on le reçoive. Donc c'est important vraiment de le savoir très vite même dans le processus de recrutement pour ne pas perdre le temps et du candidat et du recruteur. Alors, un peu dans le même sens, Marcel, bon, les questions se ressemblent énormément, hein, donc souffrez que je ne soyez pas frustré si je ne prends pas textuellement vos questions, mais pendant que M. Kobi répond à votre question, il touche les aspects de certaines questions que vous posez, donc voilà pourquoi je ne citerai pas cette question-là. Voilà, Marcel Koné demande pour les prétentions salariales, doit-on donner un montant fixe ou un intervalle? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre quand on nous pose la question? La fameuse question, quelles sont vos prétentions salariales? Est-ce qu'on donne un montant fixe par rapport à notre salaire net? Vous avez dit de donner le net. Est-ce qu'on donne un montant fixe ou on donne un intervalle? Ok. Je vous recommande de présenter un intervalle. Surtout que généralement, vous n'avez pas les éléments qui vous permettent d'apprécier tout ce qui est offert. Donc, il faut pas donner une réponse très précise la première fois. Vous situez le recruteur en donnant un intervalle, mais pas un intervalle très large. Il ne faut pas dire, je veux par exemple entre 500 000 et 1 million. Je veux entre 500 et 650 000. Parce que j'ai entendu quelqu'un me dire un jour, je veux entre 5 000 et 8 000 euros. C'est trop large. Si vous allez acheter un article et que vous demandez le prix, si on vous dit ça, c'est entre 12 et 15 000, vous allez commencer à discuter, à négocier à partir de 12 000. Vous allez dire non, 12 000, là, il faut ramener à 8 000. Voilà. Donc, quand vous fixez un intervalle, faites en sorte que ce soit un intervalle enfin, pas très large. Et ensuite, pour aller plus loin, demandez quels sont les avantages qui accompagnent le poste. Dites que vous souhaitez apprécier le package dans sa globalité. Et en fonction de cela, vous serez plus à l'aise pour donner un chiffre définitif. Dites-le, ce n'est pas un interrogatoire, c'est un entretien, c'est un échange. C'est un échange. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, donnez toujours un intervalle, mais pas trop large, un intervalle assez raisonnable, une petite marge de 100 000, 200 000, c'est compréhensible. Voilà. Oui. Alors, Johan pose la question de savoir, en fait, il dit, on entend souvent dire, j'ai un bac plus 2, bac plus 3, 4, j'ai su rémunérer à 200 000, est-ce que c'est normal? De façon concrète, est-ce que c'est le diplôme qui est rémunéré? Alors, moi, je complète la question de Johan. Parce que très souvent, même dans les anecdotes que vous étiez en train de citer, on a l'impression, hein, et je me fais l'avocat un peu des talents ici, on a l'impression que nos recruteurs locaux rémunèrent sur la base de l'école, la renommée de l'école, ou bien du fait que c'est un diplôme international. Et du coup, comme on le dit, hein, quand quelqu'un vient avec un diplôme glacé, il n'est pas rémunéré à la même enseigne que lorsque quelqu'un vient avec un diplôme chaud. pour continuer, en fait, l'image. Voilà. Donc, est-ce que vous n'êtes pas un peu influencé sur ce point-là? Ok. Donc, je prends déjà la première question. Est-ce qu'on rémunère le diplôme? Non. Non. C'est le poste qu'on paye. Je vous ai présenté tout à l'heure la structure du marché et surtout la logique du marché. Pour chaque poste, on a un salaire minimum, un salaire maximum.
le diplôme, il n'est pas pris en compte pour déterminer le salaire, mais le diplôme, il fait partie des conditions d'accès au poste. Si, parce que vous êtes en difficulté, vous acceptez d'être chauffeur coursier, alors que vous avez une maîtrise en sciences éco ou bien en criminaux, on ne va pas vous donner le salaire d'un cadre. On vous paye on vous paye parce que vous êtes chauffeur. Maintenant, la renommée de l'école, elle peut avoir une influence lorsque c'est vraiment un certain type d'école. Vous êtes diplômé de Polytechnique, vous postulez, on ne va pas vous donner le même salaire que celui qui vient de l'établissement la Sinakone de Wangolo. Parce que, oui, pour le même poste. Vous savez, allons au-delà du diplôme. Hein. Celui qui a fait Polytechnique, les employeurs courent après lui. Et donc, si vous voulez travailler dans une optique de rétention du personnel, vous devez lui donner un salaire qui le met à l'abri de l'appétit de la concurrence. Mais pour entrer dans ces écoles, les tests sont tellement sélectifs que ce qui en sort est bon. Parce que la différence se fait aussi à ce niveau-là. On écrème. Donc, ce sont des gens d'un certain niveau, d'un certain calibre qui entrent. Et ils reçoivent une formation de qualité. Et au sorti, ça peut faire la différence. Mais encore une fois, on ne paye pas le diplôme. Mais lorsque vous discutez avec ce candidat, vous sentez qu'il a du coffre, il a de l'étoffe, il correspond parfaitement à ce que vous recherchiez. Dans la meilleure des écoles, il y a un dernier, même à Polytechnique. Et dans la pire des écoles, il y a un premier. L'or qu'on cherche là, il se trouve dans la boue, hein. Ne l'oublions pas. Donc parfois, il y a des pépites dans des petites boîtes. Des gens très brillants qui n'ont pas eu forcément l'occasion d'aller faire de grandes écoles. Quand un candidat est bon, je vais parler en tant que pêcheur, on ne juge pas le prix des poissons dans l'eau. On le fait sortir et puis on dit, OK, celui-là, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Mais c'est vrai que le diplôme peut avoir une influence, mais ce n'est pas tout. D'accord, c'est très clair. Alors, je vais prendre la question, bon, c'est deux personnes qui ont même posé la même question. Hein. C'est la question du jeune professionnel qui n'a pas encore d'expérience, peut-être c'est son premier salaire, qui sort des stages et qui doit vraiment commencer un premier emploi. Comme vous l'avez dit, hein, lui, sa priorité, c'est vraiment d'entrer dans la vie active, mais sans aussi se faire gruger. Qu'est-ce qu'il doit répondre à cette question quand on lui demande ses prétentions salariales? Qu'est-ce qu'il doit dire? Et surtout qu'il n'a pas d'antécédents, il n'a pas un salaire puisqu'il n'a pas encore reçu de premier salaire, donc il ne sait pas trop où se situer. Donc, qu'est-ce qu'il doit répondre? D'accord. Vous savez, il y a plusieurs façons de répondre à ce type de questions. Hein. On peut rentrer dans la philosophie et puis on peut être pratique. Soyons pratiques. Celui qui n'a pas d'expérience n'a pas de pouvoir de négociation. Tout à l'heure, je disais que c'est cette capacité d'infléchir la position de l'autre, l'amener à revoir le package avec lequel il est venu. Toi, tu n'as aucune expérience. Si on veut des gens qui n'ont aucune expérience, on va en trouver. Mais tu n'as aucune expérience, à la limite, tu viens apprendre. Donc, tu n'as pas de pouvoir de négociation. Quelqu'un disait, là où on apprend, on ne gagne pas l'argent. Là où on gagne l'argent, on n'apprend plus. Le problème des personnes qui frappent à la porte du milieu, à la porte du monde de l'emploi, c'est que justement, ils ont un pouvoir de négociation qui est tellement faible qu'en réalité, elles ne négocient pas. Et souvent, pour ne pas perdre l'opportunité qui se présente à elles, elles vont dire, je m'aligne sur ce que vous avez à proposer. Parce que l'objectif, bien souvent à ce niveau-là, il est non financier. Prioritairement, on peut avoir des besoins, c'est vrai, mais vous n'êtes pas en capacité, en sortant de l'école, d'influencer de façon significative la position du recruteur. Voilà. Si vous ne voulez pas, je crains, je dis bien je crains, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va accepter. Donc, vous n'êtes pas en position de force.
Et dans la pratique, la plupart des gens disent « Ok, je m'aligne sur ce que vous avez à me proposer. » Ce que vous avez à proposer. D'accord. Alors, on va prendre l'avant-dernière question. C'est la question de Maouna. Elle demande quel devrait être l'impact du salaire précédent dans la négociation salariale pour une nouvelle position. Très souvent, on voit des gens qui sont débauchés, qui vont d'une entreprise à l'autre, peut-être même pour une petite marge sur le salaire. Alors, vous, d'effet d'expérience, qu'est-ce que vous proposez, sinon, qu'est-ce que vous conseillerez aux gens qu'est-ce qu'ils devraient accepter vraiment comme marge sur leur salaire pour se faire vraiment valablement, j'ai envie d'utiliser cette expression, valablement débauché? Marius, c'est une question qui est difficile. Et si je ne l'avais pas eu, je me serais réjoui. Parce que j'avais aussi souhaité l'éviter. Mais bon, on va y aller. Le salaire que l'on a est le point de référence de la négociation qui s'engage. La logique voudrait qu'on parte pour gagner plus. Ça, c'est la logique qui le voudrait. Et même le recruteur, il sait qu'il ne peut pas faire une proposition décente à un candidat si elle n'est pas supérieure à ce qu'il gagne. Mais dans certaines conditions, des gens sont partis de leur entreprise pour aller gagner moins ailleurs. Cela résulte de choix personnels. Sécurité de l'emploi, comme je l'ai dit, avoir un poste qui permet de se relancer, d'avoir de nouvelles perspectives. Donc ça, lorsque vous n'êtes pas mû par un objectif prioritairement financier, alors vous avez quand même cette possibilité-là de ne pas chercher forcément à gagner plus. Et ça, il faut le dire au cours de l'entretien pour que le recruteur sache. Maintenant, dans quelle proportion on peut demander une augmentation? La question est d'une extrême complexité. Elle est complexe parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte dans la fixation du salaire. Pour répondre à cette question-là, je me suis amusé parce que je m'y attendais, hein, comme je le dis, je m'y attendais. J'ai pris l'avis de certains DRH, j'ai pris l'avis de personnes qui ont travaillé en cabinet de recrutement pour savoir quelle est la marge d'augmentation par rapport au salaire actuel du candidat qu'ils sont prêts à accepter ou bien qu'ils regardent comme étant raisonnable. Toutes ces questions de perception. Et bon, ça c'est peut-être mon problème personnel, mais je dis, on lit les livres que d'autres ont écrits, les livres qui viennent de l'Occident, mais comme ça ne colle pas à nos réalités, moi aussi je mène mes recherches personnelles pour trouver ce qui correspond à notre réalité. Et dans les ouvrages, dans la littérature, on dit qu'il faut demander entre 10 et 15%. OK. Mais ça veut dire que celui qui gagne 200 000, il démissionne pour 240 000 francs. Les 20%, c'est ça. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Vous convenez avec moi. Ouais. J'ai analysé aussi les données du marché des salaires. Connaître l'écart entre le minimum et le maximum à différents niveaux, à différentes catégories. Donc, on est, je dis, entre 1,71 et 2,1, c'est-à-dire entre celui qui est mieux payé, celui qui est le mieux payé, il a 1,71 fois ce que le moins payé a. Et cet écart-là, il peut être de 1,71 à 2,10. Là, je vous parle maintenant des réalités de la Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, les plus nombreux ne sont pas tout à fait au bas de l'échelle. Ils vont se situer dans la médiane du marché. Donc, sous réserve de validation de mes conclusions que je compte publier sur LinkedIn, je dirais ceci, jouons la prudence. OK. Par contre, oui, jouons la prudence. Pour aller occuper un poste au même niveau de responsabilité, 30 à 40% d'augmentation, ça me semble raisonnable. OK. Ça semble raisonnable à un certain nombre de recruteurs. 30 à 40%. Maintenant, comme je le disais, la question est complexe
Parce que si on passe d'une entreprise qui est parmi les suiveurs, donc ceux qui payent bas délibérément, si on part de là pour aller vers une entreprise qui a des salaires très élevés, ceux qui sont les leaders du marché de la paye, votre salaire peut doubler. Passer de 400 à 800 000 francs pour le même poste, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Mais le problème des demandeurs d'emploi, c'est que il y a une espèce d'asymétrie de l'information. Ils n'ont aucune information et l'employeur a toute l'information. Il faut jouer la carte de la prudence. Allons pour 30 à 40% d'augmentation sur un poste similaire. Et si, par exemple, on sait que, OK, je suis en train de passer, par exemple, de tel secteur qui ne paye pas bien pour aller vers la téléphonie, les mines, l'industrie du pétrole, là, je peux dire, OK, je demande de 40 à 60, 70%. Parce que je vais rentrer dans leur grille. Mais dire, OK, je suis dans l'agro-industrie, je suis responsable RH dans l'agro-industrie, je suis responsable paye dans l'agro-industrie, et puis je vais dans une même entreprise, enfin, une autre entreprise du secteur de l'agro-industrie, et puis je demande 60-70%, ça ne fait pas de sens parce que justement, les entreprises du même secteur pratiquent des pratiques qui se ressemblent. Donc 30-40%, c'est bon. La deuxième chose, quand vous demandez une promotion, enfin quand vous postulez qu'il y a une promotion, là vous avez une marge de manœuvre plus grande. Et on peut admettre que vous partiez sur du 50 à 75% d'augmentation. 50 à 75. Comme je le disais, on est en négociation. Il se pourrait que la partie qui est en face vous dise, OK, peut-être 75 c'est trop, mais nous, on vous donne 60, on vous donne 50. Voilà. Mais je crois que pour une promotion, on peut nager dans ces eaux-là. Mais encore une fois, ce sont des recommandations. Je suis en train de poursuivre mes travaux. Il faut prendre avec des pincettes ce que je dis et surtout continuer de vous informer sur le secteur d'activité, sur l'entreprise. Il ne faut pas dire Kobi a dit, donc j'applique. Informez-vous. Moi, je tente de trouver ce qui est acceptable sur le marché, mais il faudrait que tout cela prenne en compte aussi les informations que vous avez pu glaner sur le terrain. Voilà la question à laquelle je ne souhaitais pas répondre. Mais bon, vous me l'avez déposé comme un penalty, je devais le dire. Dernière minute. Mais je pense que la réponse, vraiment, je pense que la réponse est assez pertinente et on comprend vraiment le contexte. En fonction du contexte, il faut pouvoir s'orienter. Déjà, vous nous donnez une piste en fait de réflexion et ça, c'est déjà bon de l'avoir comme base. Et maintenant, à chacun vraiment de peaufiner la chose. Alors, je sais qu'il y a de nombreuses questions, c'est très intéressant, le sujet est passionnant. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On va prendre une dernière question. On a beaucoup parlé de la négociation salariale pour entrer dans l'entreprise. Il y a 3 personnes qui ont posé la question de comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Lorsqu'on est au sein de l'entreprise, on a une promotion interne et qu'est-ce qu'il faut faire en fait parce que très souvent, c'est là aussi, M. Kobi, souvent, il n'y a pas de négociation à ce niveau. On vous appelle, bon, vous êtes à tel poste désormais, voilà ce que vous allez gagner, on vous donne tout ce que vous êtes déjà là, on se dit vous allez partir où? Est-ce que ça, c'est normal? Voilà, donc comment est-ce que les candidats doivent s'y prendre, les talents doivent s'y prendre lorsqu'ils sont dans une entreprise, ils ont une promotion en interne et comment est-ce qu'ils peuvent mener des négociations commerciales dans ce contexte-là? OK. Je vais vous décourager, comme vous êtes pressé, je vais vous décourager. On négocie son salaire à l'entrée. Lorsqu'on rentre dans l'entreprise, on n'a plus de pouvoir de négociation véritablement. Vous êtes dans l'entreprise, on vous accorde une promotion, c'est après avoir évalué un certain nombre de paramètres que l'employeur vous dit, OK, voici ce que je vais vous donner. Bon, maintenant, je vous pose une question. Si on vous dit que vous passez de 500 000 à 800 000 à l'occasion d'une promotion, bon, si vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous allez faire? On est sur du pratique. Hein? Est-ce que vous allez démissionner avant que vous avez eu une promotion ou bien vous acceptez d'abord avant de démissionner par la suite? Vous acceptez.
Donc, bien sûr. Non, en réalité, les employeurs n'ont pas coutume de négocier avec les salariés ce qui leur sera proposé à la suite d'une promotion. Pour la petite histoire, il y a eu un cas comme ça de promotion d'une personne à un poste de directeur financier d'une filiale d'une multinationale. Je crois que c'était au Gabon. Et le salarié en question a voulu négocier. Les gens l'ont écouté, et puis bon, à la fin, ils ont dit, OK, monsieur, on vous a compris, mais c'est ce qu'on a. Et quand il a voulu aller plus loin, les gens lui ont dit, OK, c'est vraiment compte tenu d'un certain nombre de paramètres qu'on a fixé cela. Donc, c'est à vous, soit vous prenez le poste, soit on va voir si le poste intéresse quelqu'un d'autre. Parce que dans la fixation du salaire, on tient compte de ce que les autres aussi gagnent dans l'entreprise, peut-être des directeurs plus seniors, parce que pour lui, c'est un poste de direction, des directeurs plus seniors, des directeurs au même poste dans d'autres pays, etc. Et donc, on a dit, OK, enfin, ce qui a été décidé, c'est que pour lui, c'est ce qu'il y avait comme salaire. Mais tu veux négocier, c'est vrai, mais on t'écoute, il a été écouté par la politesse, mais les lignes n'ont pas bougé. Donc, en interne, on négocie pas vraiment. Donc, quand vous voulez négocier, essayez d'obtenir le maximum à l'embauche. À l'embauche, c'est très clair. C'est très clair, il faut négocier autant que faire se peut avant d'entrer, avant d'intégrer, parce qu'après, les marges de manœuvre ne sont pas assez et le pouvoir de négociation du salarié n'est pas énorme par rapport à comment il pourrait l'être lorsque c'est un candidat à l'embauche. Alors, merci infiniment, Monsieur Kobi. Je pense que, je ne sais pas si vous nous recevez, je pense que vous avez des soucis de connexion. Alors, je pense que l'essentiel a été dit. Nous avons passé un excellent moment à votre compagnie. Merci d'avoir développé ce thème, trucs et astuces pour réussir une négociation salariale. Le replay sera disponible juste à la fin du webinaire. N'hésitez pas donc à le revoir et on se dit à la semaine prochaine pour débattre d'un autre thème aussi passionnant que celui-là. Merci d'être venu jusque-là. Allez-y. J'ai vu parmi la liste des participants beaucoup de personnes que je connais. Vraiment, je salue chacun. Chacun. Et je vous dis merci. Vous avez sur mon profil LinkedIn mon adresse. Donc, s'il y a un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, essayez de m'écrire et puis autant que faire se peut, je vais vous répondre. Merci encore à tous. Merci à vous et la discussion continue sur LinkedIn. Allez, au revoir. À la semaine prochaine. Merci, M. Kobi. OK.